Bonjour et bienvenue à cette révision des cas cliniques numéro 2 et 3. Lors du cas clinique numéro 1, nous avons vu comment notre corps arrive à se défendre contre les virus. C'est l'immunité cellulaire. Mais comment le corps fait-il pour nous protéger contre les bactéries intracellulaires ou extracellulaires? Que sont les anticorps? D'où viennent-ils? C'est ce que nous allons voir au courant des prochaines minutes. Bonne écoute. Cas numéro 2. Alors, le cas de numéro 2, on se rappelle, c'est celui de Bernard, 68 ans. Bernie, c'est un très très bon vivant, mais il a présenté à un certain moment de la toux, de la fatigue, il crachait du sang. Bref, Bernie allait plus si bien que ça. Il a été hospitalisé et il a été mis en isolement parce qu'on a retrouvé dans ses sécrétions une bactérie qu'on appelle le Legionella pneumophilia, qui est la maladie, ou plutôt la bactérie qui donne la maladie du légionnaire. Il y a eu une éclosion de légionellose il y a quelques années au Québec. Pour ceux qui habitaient à l'été 2012 la ville de Québec, on se souviendra que plusieurs habitants du quartier de Limoilou et Saint-Sauveur avaient développé des symptômes compatibles avec une maladie du légionnaire. C'est une bactérie qui se retrouve dans les tours à refroidissement et qui, lorsqu'elle infecte les êtres humains, va occasionner chez ceux-ci de la fièvre, des problèmes digestifs, une diminution de l'état général, une fatigue extrême. Et souvent, ça prend des antibiotiques pour pouvoir éradiquer l'infection. Quoique le corps humain est capable aussi de se départir de ce pathogène. La bactérie qui cause la maladie du légionnaire est un pathogène intracellulaire, comme on peut le voir ici. La légionellose est secondaire à des bactéries qui vont proliférer à l'intérieur de certaines cellules de notre corps et vont ensuite sortir pour aller infecter d'autres tissus. Le cas numéro 2 est constitué d'une seule question clinique. Alors, la question numéro 1, quels sont les mécanismes par lesquels les lymphocytes T vont activer les macrophages? Les macrophages qui ingèrent la légionellose, comment font-ils donc pour pouvoir s'en départir? C'est en partie dû aux lymphocytes T. Mais quels sont les mécanismes qui unissent les deux? Et la deuxième question, c'est quelles sont les réponses des macrophages qui vont entraîner la destruction de ces microbes qui ont été ingérés? Le germe qui cause la légionellose est un germe intracellulaire et c'est un germe qui est souvent phagocyté par des macrophages. Ces cellules, les macrophages, sont des phagocytes, donc ils ont la capacité d'aller absorber les bactéries qui traînent par-ci et par-là, mais les macrophages ont énormément de difficultés à digérer ces bactéries. Pour pouvoir mieux les digérer, on a besoin d'aide. Et qui va venir aider les macrophages? Ce sont les lymphocytes T effecteurs, mais pas les TCD8 comme on l'a vu dans le cas numéro 1, mais plutôt ici des CD4 qu'on appelle les TH1. Ce sont eux qui vont venir activer les macrophages. Il y a une séquence aussi qui explique comment un lymphocyte TH1, qui est un CD4 activé, va venir aider les macrophages. Le TH1 va tout d'abord reconnaître des CMH de classe 2 qu'on trouve à la surface des macrophages. Ces CMH de classe 2 à la surface des macrophages expriment à leur surface des peptides de la légionellose. Il va y avoir également une interaction ou une co-stimulation avec le CD40 et le CD40 ligand. Le TH1 sait à partir de ce moment, puisqu'il a deux signaux, qu'il est à la bonne place et il va sécréter une substance qu'on appelle l'interféron gamma. L'interféron gamma est absorbé par les macrophages, ce qui va venir les activer. Les macrophages vont devenir des super macrophages qui vont être beaucoup plus capables de venir digérer les bactéries qui causent la maladie du légionnaire.
Je vais vous l'exprimer maintenant en schéma. Vous avez ici un macrophage dans lequel il y a une bactérie qui cause la légionellose. Et vous avez ici le CD4. Le CD4 effecteur, le TH1, par son récepteur, reconnaît le complexe CMH de classe 2 ici, parce que c'est un CD4, qui va reconnaître ce CMH, et le peptide. Il va y avoir également des molécules de co-stimulation qui vont apparaître, et le lymphocyte TH1 va venir sécréter de l'interféron gamma. L'interféron gamma est capté par le macrophage et celui-ci aura beaucoup plus de facilité à venir digérer et détruire la bactérie qui a été phagocytée. Alors, en résumé, les lymphocytes TH1 sont de puissants activateurs pour les macrophages et les lymphocytes TH1 arrivent à augmenter les propriétés microbicides du macrophage, ce qui lui permet de détruire les microbes qu'on retrouve à l'intérieur des macrophages. Comment on augmente les propriétés microbicides des macrophages? C'est en aidant le macrophage à synthétiser davantage d'enzymes qui peuvent venir détruire les protéines pathogéniques et aussi les autres substances et sécréter d'autres substances qui vont venir aider à détruire encore plus la bactérie qui a été phagocytée par le macrophage. Cas numéro 3. Alors, c'est le cas de Simon, le petit Simon qui a 5 ans et toutes ses dents, qui est bien cute, qui sourit, qui a une belle petite cravate, qui a une belle coupe de cheveux. Malheureusement, les parents de Simon, on pourrait dire, sont un peu moins cute. Ce sont des gens qui sont anti-vaccins et malgré le fait que Simon a déjà 5 ans, il n'a jamais reçu de vaccin de sa vie. Un beau jour, Simon va pas très bien. Il commence à avoir de la difficulté à respirer, il tousse, il fait énormément de fièvre, ça inquiète ses parents et tout le monde est dirigé à l'urgence. À l'urgence, on fait une radiographie des poumons de Simon qui montre une grosse consolidation, ce qui est caractéristique d'une pneumonie. Et au niveau des sécrétions que Simon a, on fait l'analyse de ses expectorations et on voit qu'il souffre de Mycoplasma pneumoniae, ce qui est une bactérie extracellulaire. Simon reçoit heureusement les antibiotiques appropriés, un peu de Ventolin pour aider son bronchospasme, donc le fait qu'il est un peu en crise d'asthme à cause de sa pneumonie. Et Simon se rétablit très très vite. Allons voir maintenant les questions pour le cas numéro 3. Question numéro 1. Quels sont les signaux qui vont induire les réponses des lymphocytes B contre les antigènes du mycoplasme et quelles en sont les conséquences? Ici, dans le cas numéro 3, on s'intéresse à l'immunité humorale. L'immunité adaptative humorale, c'est celle qui est médiée par les lymphocytes B et le rôle de l'immunité humorale est de combattre les microbes extracellulaires. Au niveau de la séquence d'activation, les lymphocytes B naïfs, donc ceux qui n'ont aucune expérience immunologique, vont reconnaître pour la première fois les antigènes qui leur sont spécifiques. S'ensuit une expansion clonale de ces lymphocytes, lesquels deviennent des plasmocytes, des cellules qui sont capables de sécréter des anticorps. Une partie de ces plasmocytes deviennent également des cellules mémoire, des cellules dans un état de dormance qui ont déjà été activées et qui peuvent réagir promptement si l'individu est de nouveau en contact avec le même pathogène. Voici les phases importantes de l'activation et de la réponse immunitaire humorale, donc en lien avec les lymphocytes B. Vous avez ici votre lymphocyte B qui reconnaît le pathogène. Le pathogène va amener une certaine activation du lymphocyte B, mais le lymphocyte B, contrairement au lymphocyte T,
ne va pas commencer à sécréter de l'interleukine 2. Non, l'interleukine 2, c'est bon pour les lymphocytes T, ça ne fait pas grand-chose pour les lymphocytes B. Cependant, le lymphocyte B va être aidé par d'autres stimuli et également par des lymphocytes CD4, lesquels vont compléter l'activation du lymphocyte B, en permettre sa prolifération et sa différenciation en cellules effectrices, les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont les lymphocytes B activés. Ce sont les cellules qui sont capables de produire les anticorps. Il y a différents types d'anticorps, par exemple l'IgM, l'IgG et l'IgA aussi. On a également l'IgE. Et chacun des types d'anticorps peut avoir des caractéristiques différentes. Et quelle est la conséquence de l'activation des lymphocytes B? Un lymphocyte B naïf ne produit pas d'anticorps. Un lymphocyte B activé devient un plasmocyte et ce plasmocyte, lui, c'est une cellule effectrice. C'est capable d'éradiquer des pathogènes extracellulaires en produisant des anticorps. Après l'activation, il va y avoir également la genèse de cellules mémoire, des cellules qui sont capables d'assurer une réponse immunitaire plus rapide et plus efficace lorsqu'il y a réexposition au même pathogène. Question numéro 2. Comment les lymphocytes T auxiliaires qui sont spécifiques pour le mycoplasme vont interagir avec les lymphocytes B qui sont spécifiques pour cette même bactérie et quelle va en être la résultante? Et la deuxième question, où se déroulent dans le système immunitaire les interactions entre ces deux types de lymphocytes, les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes B? Alors, cette interaction se passe dans les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes secondaires, les ganglions, vont être le témoin de l'activation des lymphocytes B. Vous avez d'un côté un lymphocyte T CD4 naïf qui a eu une présentation de certains antigènes du mycoplasme par des cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes peuvent présenter des peptides via des CMH de classe 1, mais également des CMH de classe 2. Dans ce cas-ci, c'est le CMH de classe 2 qui est sollicité, et c'est pourquoi que ce sont les CD4 naïfs qui vont les reconnaître. À l'opposé, vous avez le lymphocyte B qui va reconnaître les mêmes antigènes, mais de façon beaucoup plus autonome. Le lymphocyte B n'a pas besoin de se faire présenter l'antigène par une cellule présentatrice d'antigène, comme pour les lymphocytes T. Le CD4 va s'activer et va devenir une cellule effectrice, un CD4 auxiliaire activé. Ça peut être un TH1, ça peut être un TH2, ça peut être un TH17. Le lymphocyte B, lui, va s'activer de façon un petit peu plus autonome. Et on est toujours dans le ganglion. C'est à ce moment-là que les cellules vont bouger un peu. Les lymphocytes B activés sont dans le cortex du ganglion et dans les follicules des ganglions et vont migrer vers la bordure du follicule. Alors que les lymphocytes T, eux, vont migrer vers ces follicules lymphoïdes où se retrouvent les lymphocytes B. Et là, il va y avoir une interaction entre les lymphocytes T et les lymphocytes B, ce qui va permettre une meilleure activation des lymphocytes B. Je vais vous réexpliquer ce concept parce que c'est quand même très important et on va utiliser une image de votre livre. Alors, je le rappelle, les lymphocytes T vont reconnaître cet antigène du mycoplasme parce qu'il a été présenté par des cellules dendritiques qui sont des cellules présentatrices d'antigènes. Une fois que le lymphocyte T est activé, il va migrer vers la bordure du follicule lymphoïde. Le follicule lymphoïde primaire, c'est là qu'on retrouve des lymphocytes B naïfs et on est vraiment dans la zone corticale. On est dans le cortex du lymphoïde. Mais le lymphocyte B qui a reconnu dans le follicule cet antigène du mycoplasme, lui, va migrer vers la bordure de ce follicule et c'est là qu'il va y avoir l'interaction. Le
CD4 va venir stimuler davantage le lymphocyte B, lequel va s'expandre de façon clonale et devenir des cellules effectrices des plasmocytes qui sont capables de venir sécréter des anticorps. Je m'arrête ici pendant 30 secondes pour essayer de vous faire réaliser à quel point c'est beau le système immunitaire. Arrêtez-vous juste quelques secondes à penser comment un CD4 puis un lymphocyte B qui ont l'affinité pour le même antigène sont capables de se retrouver. Comment on fait pour se retrouver au bon endroit, au bon moment? Ben, ça, c'est un peu un mystère du système immunitaire, mais on pourrait le comparer un peu à... On pourrait le comparer un petit peu à Tinder. Hein? Moi, je connais pas Tinder, mais je connais un ami qui connaît un ami qui connaît un autre ami qui m'a déjà parlé de cette application. On m'a dit, et vous me corrigez si je me trompe, Tinder, c'est l'application pour trouver l'amour de sa vie. Hein? Tu vas pas sur Tinder pour d'autre chose que trouver le réel amour. Et à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui se passe? Vous ramassez soit une gang de gars ou une gang de filles, puis là, finalement, on s'installe Tinder, puis on commence à regarder qu'est-ce que Québec ou Gatineau ou Montréal a de mieux à nous offrir. Et là, on commence à regarder les profils. Et on swipe à gauche. On swipe à gauche. Puis encore à gauche. Puis encore à gauche. Puis en gauche. Puis à gauche. Puis à gauche. Et finalement, wow! On tombe sur un bon profil. Et là, on dit, wow! Ça, j'ai de l'affinité pour cette personne-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la liker. Et comble d'étonnement, ce même profil a également, cette personne-là a également des affinités pour vous. Elle vous a déjà liké. Et là, c'est un match parfait. Ben, c'est exactement qu'est-ce qui se passe en bordure du follicule lymphoïde. Il y a différents lymphocytes T activés qui sont là, qui sont comme sur Tinder, puis qui essaient de regarder c'est quoi le profil le plus intéressant, et à un moment donné, le lymphocyte B qui arrive par là, qui a les mêmes affinités, donc la même spécificité pour un antigène donné, et là, ben, ça va réagir, et là, tu te dis, wow, c'est un match. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un match? Ben, on reste ensemble, on se colle, et on prolifère. Bien sûr, ici, je parle des... Je parle bien sûr des lymphocytes. Hein. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, mais du point de vue des lymphocytes, qu'est-ce qui se passe en bordure du follicule lymphoïde? Il y a une interaction entre les lymphocytes T, les lymphocytes B, qui sont spécifiques pour un même antigène, et le CD4 va aider le lymphocyte B à s'activer complètement et à proliférer. Donc, si dans un contexte d'examen, on vous demande où a lieu cette rencontre entre les lymphocytes T et les lymphocytes B, répondez pas Tinder, répondez plutôt en bordure du follicule lymphoïde. Question numéro 3. Comment les anticorps participent-ils à l'élimination du mycoplasme? Les anticorps, ce sont ces protéines qui nous permettent de neutraliser les bactéries extracellulaires et leurs produits. Les anticorps ont différentes fonctions, des fonctions qui sont importantes. Il y en a 4. La neutralisation des microbes, l'opsonisation et phagocytose, la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps et finalement l'activation du complément. Ces 4 fonctions, nous allons les reprendre maintenant une après l'autre. Première fonction, neutralisation des microbes. Alors, les anticorps sont capables, une fois que les microbes ont pénétré les tissus, ils sont capables de venir recouvrir la paroi microbienne et donc empêcher que soit pour les microbes ou soit pour leurs toxines de venir faire leur action néfaste. C'est ce qu'on entend par la neutralisation des microbes ou de leurs produits, donc les toxines. Ça, c'est la première fonction.
La deuxième fonction, c'est l'opsonisation et la phagocytose. Voyez maintenant les anticorps comme un peu des traction aids qu'on met sur ces pneus de voiture lorsqu'on est enlisé à quelque part durant l'hiver. Ça permet donc de se déprendre. Ça permet une meilleure grippe. C'est exactement ce qui se passe avec le système immunitaire. Vous avez par exemple ici un microbe qui peut être phagocyté directement par la cellule. Ici, on pourrait penser que c'est un macrophage ou un neutrophile, mais si ce même microbe est entouré de bactéries à sa surface, ce microbe est plus facilement phagocytable. Donc, c'est plus facile pour le phagocyte d'aller ingérer ce microbe sur lequel on retrouve à sa surface des anticorps. Et une fois que la phagocytose est faite, l'élimination de ce microbe s'ensuit. Opsonisation phagocytose, c'est la deuxième fonction des anticorps. Troisième fonction des anticorps, qui n'apparaît pas ici, c'était, je vais revenir derrière, c'était la toxicité qui est dépendante des anticorps. On l'a vu un tout petit peu plus tôt avec les cellules NK qui sont capables de reconnaître des cellules infectées de par le fait que ces cellules, à leur surface, il y a des anticorps. Ça, c'est la troisième fonction, la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Et finalement, la quatrième fonction des anticorps, c'est d'activer les protéines du complément. Question numéro 3. Les anticorps qui sont produits par les plasmocytes peuvent venir aider à éliminer les bactéries qui sont responsables de la pneumonie de Simon, mais il n'y a pas que les anticorps. Il y a également le complément. Alors, comment est-ce que le complément est activé et pourquoi que le complément est efficace pour détruire les microbes? Ce qui est important de retenir ici, parce que le complément, c'est beaucoup de molécules, c'est de retenir qu'il y a trois façons d'activer le complément. Il y a trois voies du complément. Il y a la voie alterne, la voie classique et la voie des lectines, ce qu'on appelle en anglais les MBL, le mannose bending lectin. La voie classique, pour activer le complément, c'est possible lorsqu'on a des anticorps. Donc, les anticorps arrivent à activer le complément via la voie classique. On a la voie alterne et la voie également des lectines qui n'ont pas besoin d'anticorps pour être activées. Donc, c'est trois voies distinctes d'activation. Peu importe comment notre complément est activé, que ce soit par la voie classique, la voie alterne ou la voie des lectines, la résultante finale est la même. Il y a une convergence au niveau des protéines du complément et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir souvent de la cytolyse cellulaire où les protéines de complément peuvent faire de l'opsonisation et de la phagocytose et parfois le complément peut stimuler d'autres réactions inflammatoires. Nous allons reprendre chacune de ces fonctions du complément une après l'autre. On a 4 fonctions pour les anticorps qui sont importantes à mémoriser et on en a 3 pour le complément. Au niveau de la première fonction du complément, c'est l'opsonisation et la phagocytose, qui est exactement une des mêmes fonctions que ce qu'on a retrouvé pour les anticorps. Donc, les molécules du complément sont capables de venir adhérer à la paroi du microbe et les cellules phagocytaires sont équipées avec des récepteurs qui sont capables de capter ce complément et phagocyter plus aisément les microbes. Première fonction du complément. La deuxième fonction du complément, c'est la cytolyse cellulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que le complément est activé et se dirige vers la voie finale du complément, il y a différentes protéines du complément qu'on appelle C5, C6, C7, C8, C9 qui vont former un agglomérat et ça va former un puits qui va transpercer même de bord en bord la paroi du microbe. Il va y avoir une fuite du matériel
bactérien vers l'extérieur, ce qui cause une lyse osmotique et donc la mort du pathogène. Et la troisième fonction du complément, c'est stimuler des réactions inflammatoires. Le complément, par les différentes protéines et sous-protéines qu'il produit, a un effet chémoattracteur. Ça va permettre à certaines cellules inflammatoires, par exemple les éosinophiles et d'autres types de globules blancs, de venir vers un endroit où se déroule une inflammation. On peut voir ces protéines inflammatoires un peu comme le même rôle qu'avait dans le cas numéro 1 le TNF et l'interleukine 1. Les sous-protéines du complément peuvent amener et diriger des cellules sur le lieu de l'inflammation et de l'infection, ce qui permet ensuite de mieux détruire les pathogènes. Alors, on vient de le voir, le complément, il y a 3 fonctions pour le complément. On a l'opsonisation et la phagocytose, on a les réactions inflammatoires et on a également la cytolyse cellulaire. On a cependant 4 fonctions pour les anticorps. L'activation du complément. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? La neutralisation. Ensuite, on avait la cytolyse cellulaire dépendante des anticorps. Et aussi opsonisation, phagocytose. Voilà, c'est ce qui met fin à notre révision des cas numéro 2 et des cas numéro 3. Lors des prochaines capsules, nous allons aborder maintenant les phénomènes un peu plus pathologiques du système immunitaire, les maladies auto-immunes, les réactions d'hypersensibilité et également les immunodéficiences. Merci de votre attention.